Tu envisages de devenir instit? Moi, je l'ai été pendant 8 ans et mon épouse, elle l'est toujours. Dans cette vidéo, je vais te lister les 10 choses à savoir avant de se donner corps et âme dans ce fabuleux métier de professeur des écoles. On se rend compte que de plus en plus de jeunes se lancent dans le métier et abandonnent dans les premiers mois. En 2022, par exemple, 3% des stagiaires ont démissionné l'année de leur stage. Si on ajoute à ça environ 1% des 25-30 ans chaque année, ça veut dire que près de 8% des enseignants démissionnent avant d'avoir 30 ans. Ensuite, la proportion baisse un peu. Je vous laisse quelques sources qui m'ont permis d'arriver à ces chiffres dans la description. Quand on connaît les sacrifices à faire pour présenter le concours, on se dit que les démissionnaires n'avaient manifestement pas toutes les cartes en main lorsqu'ils l'ont présenté. Mon objectif avec cette vidéo n'est pas de décourager les vocations, au contraire. Je pense que si tu sais où tu mets les pieds, tu n'auras pas de désillusion et tu pourras te donner encore mieux dans ton travail. Allez, c'est parti pour les 10 choses à savoir. L'affectation. Le concours de prof des écoles, c'est un concours académique. Ça veut dire que tu devras le passer dans une ou plusieurs académies de ton choix. Si par bonheur tu es pris dans plusieurs académies, il faudra en choisir une. Dès lors, en fonction de ton rang final, parce que vous êtes classé, tu pourras choisir ton département d'affectation. Certaines académies comptent beaucoup de départements et sont très étendues, il faut donc t'attendre peut-être à devoir déménager. Une fois dans l'académie, il va te falloir un poste. En général, pour les stagiaires, il y a des postes réservés, ce qui veut dire qu'on leur réserve des postes pas trop difficiles, en théorie. Pour savoir où tu seras affecté, tu devras faire des vœux. Généralement, les vœux sont attribués en fonction de plusieurs critères qui sont le nombre d'enfants à charge, l'ancienneté, si tu as été liste complémentaire, puis en cas d'égalité pour ceux qui n'ont pas été liste complémentaire et qui n'ont pas d'enfants, la date de naissance. Et oui, plus tu es jeune, plus tu seras servi dans les derniers. La formation. À ce jour, si tu as un master MEF, tu seras en classe à temps plein. Sinon, tu devras rédiger un mémoire et préparer la soutenance tout en ayant une classe à temps partiel. Je ne fais pas long parce que la formation change tout le temps. Je te conseille vivement de te renseigner sur des sites officiels pour savoir comment tu seras formé. C'est hyper important de savoir à quoi s'attendre l'année de la formation. Le salaire. En 2022, le gouvernement a mis en place la prime d'attractivité. Mais il faut bien avoir conscience de quoi il s'agit car l'attractivité est un petit peu en trompe-l'œil. Déjà, pendant l'année de stage, pas de prime. Le salaire ne sera pas au top. Consulte les grilles de l'éducation nationale pour avoir une idée précise. Toi, tu seras à l'échelon 1. Dès la deuxième année, grâce à la prime d'attractivité, tu auras un salaire autour de 2000 € net. Le souci, c'est qu'au fur et à mesure que tu grimperas les échelons, et ça va assez vite au début, ton salaire de base augmentera, mais la prime diminuera. Finalement, si nos dirigeants ne rectifient pas le tir, ton salaire aura évolué de moins de 2% au bout de 10 ans d'ancienneté. Après ça, ça montera plus vite, puisqu'il n'y aura plus les effets pervers de cette prime qui est dégressive. Le mouvement. Passé la première année, tu ne pourras plus bénéficier des postes réservés. Tu devras faire le mouvement comme tout le monde. Alors, les règles du mouvement, c'est un petit peu le principe du camoulox. Ça change tous les ans selon les départements. Parce que la première chose que tu dois savoir, c'est que tu feras le mouvement dans ton département d'affectation. Il est évidemment possible de sortir d'un département par le système des INEAT-EXEAT, mais il faut l'anticiper et ça peut prendre des années. Certains départements accordent peu d'INEAT parce que trop de gens veulent rentrer et personne ne veut sortir, et d'autres accordent peu d'EXEAT parce que personne ne veut rentrer et trop de gens veulent sortir. Bref, choisis bien ton académie quand tu passes le concours, car tu peux y rester bloqué très longtemps. Donc, revenons au mouvement. Tous les ans, tu dois participer au mouvement si tu n'as pas de poste définitif, ce qui sera le cas à l'issue de ton année de stage. Pour le coup, comme il n'y a plus de postes réservés, tu risques de te retrouver dans les zones les moins demandées de ton département, qui sont souvent les zones en REP+, ou les établissements en zone très rurale. Les classes multiniveaux. On a tous l'image de l'instit qui a sa classe de 24 élèves en niveau simple. La réalité est souvent beaucoup plus compliquée. Quand tu auras fait le mouvement, tu seras affecté dans une école, pas sur un poste. Dans l'école, généralement, c'est la règle du premier arrivé, premier servi. Tu te doutes que les enseignants préfèrent prendre des niveaux simples. Or, pour ne prendre que l'exemple de l'école primaire, sachant qu'il y a 5 niveaux différents, tu comprendras vite que s'il n'y a pas 5, 10 ou 15 classes dans l'école, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des classes multiniveaux. Et à moins de tomber dans une école topissime qui prend soin des jeunes recrues, ça existe, il est quasi certain que le cours multiple sera pour toi. A priori, ça devrait être 2 niveaux qui se suivent, mais il y a dans certaines écoles des CE1, CM2 ou des CP, CE2. Le temps de préparation. Promis, quand tu auras 30 ans d'ancienneté, tu pourras profiter à fond de ton temps libre. Mais d'ici là, tu as intérêt à aimer ton boulot, car tu auras beaucoup de temps de préparation. Selon une étude déclarative de l'INSEE de 2010, dont je mets le lien en description, les professeurs des écoles déclarent travailler en moyenne 43 heures par semaine.
Pour les enseignants débutants, en dessous de 30 ans, c'est même 52 heures. À cela s'ajoutent 20 jours de travail pendant les vacances, soit 4 semaines de jours ouvrés. Il n'y a pas les chiffres, mais je peux dire d'expérience que là aussi, pour les débutants, c'est beaucoup plus. Une nouvelle étude a été faite en 2022, mais je ne l'ai pas trouvée sur Internet. Je l'ai vue, mais ce dont je me souviens, c'est que les chiffres restent à peu près équivalents. En fait, les gens croient souvent qu'il suffit de prendre un manuel et de dire aux élèves de travailler sur les exercices 2 à 9, page 123. Dans la réalité, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Les instituts utilisent assez peu les manuels, ou en tout état de cause sur un créneau très court. Ils passent du temps à s'approprier les méthodes, à les adapter et à construire des outils personnalisés pour leurs élèves. Et si tu rentres dans la profession parce que c'est une vocation, tu ne résisteras pas aux sirènes de la préparation à outrance. Le principal, c'est d'en avoir conscience et de prendre plaisir à le faire. Si ça devient une contrainte, c'est le burn-out assuré. Les profils des élèves. Certains veulent être instits parce qu'ils ont un bon feeling avec les enfants. Mais ont-ils bien conscience qu'il existe des enfants dont on leur avait caché l'existence jusque-là? Non, plus sérieusement, en général, quand on débute, on connaît ses neveux, ses cousins plus jeunes, les enfants des voisins. On a parfois fait du babysitting ou été animateur de colo. Eh bien, croyez-moi, vous n'avez croisé que des anges. Vous allez avoir affaire à des enfants qui n'ont connu que la rue pour se socialiser parce que leurs parents n'avaient pas l'argent ou l'envie de les inscrire au centre aéré ou en colonie de vacances. Et préparez-vous à être surpris. Je ne vais même pas donner d'exemple tellement je suis sûr que je serai en dessous des surprises que les enfants peuvent vous réserver de nos jours. En plus, je risquerais de divulgacher mon spectacle, le plus beau métier du monde. À côté de ça, il vous faudra intégrer des enfants en situation de handicap. Donc je trouve ça génial d'intégrer ces élèves en classe ordinaire. Le souci, c'est qu'on ne donne pas toujours les moyens aux enseignants. Et un gamin qui ne peut bien se tenir en classe qu'à la condition d'avoir un AESH à ses côtés risque de ne pas l'avoir suffisamment d'heures. Il va falloir vous adapter pour permettre à ces enfants de se sentir dans un cadre sécurisé, en personnalisant vos attentes et le travail. Bon, ça, avant, c'était le boulot des instituts spécialisés. Maintenant, tout le monde doit être capable de le faire, mais sans formation. Les relations avec les parents. Ce sera le point le plus court. Tout est dans le titre. Bon courage. La déconsidération sociale. Ça, c'est fourbe. Franchement, devenir instit, en vérité, c'est la classe. C'est un boulot difficile, mais tellement utile à notre société. Le salaire n'est pas mirobolant, et c'est tout à l'honneur des enseignants de remplir leur mission de plus en plus dense avec un public de plus en plus difficile. Mais il y a ce petit truc qui fait que les gens aiment bien bâcher les enseignants. Et vas-y, qu'on va vous servir du « ça va les vacances? Tu t'ennuies pas trop ?» ou du « 16h30 à la maison plus le mercredi? T'as vu tout Netflix en fait ?» Là, j'ai choisi les remarques gentilles, parce que vous allez aussi en recevoir au premier degré. Fainéant de fonctionnaire, privilégié qui nous coûte un pognon de dingue, vantard qui pète plus haut que son... Il faut le savoir. Je crois que ce n'est pas pour rien que peu à peu, les cercles amicaux des profs se resserrent autour d'autres profs. L'évolution de carrière. Ce qui est compliqué avec ce métier, c'est qu'il n'y a pas énormément d'évolution possible. Tu pourras te spécialiser, tu pourras passer directeur, si l'envie t'en prend, tu pourras devenir maître formateur. Mais bon, quand je parle à des enseignants et que je leur apprends que j'ai démissionné, j'en ai plein qui me disent qu'ils aimeraient aussi partir, mais qu'ils ne savent rien faire d'autre. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais te donner un conseil. Ne te laisse jamais convaincre que tu ne sais rien faire d'autre. Je te souhaite évidemment de ne jamais avoir envie de démissionner. Mais je te souhaite par-dessus tout de ne jamais te convaincre que tu dois rester enseignant parce que tu es bloqué là. Amuse-toi dans le boulot, mais n'oublie pas que ce n'est qu'un boulot et que tu dois vivre à côté. C'est fini. Merci d'avoir regardé. J'espère ne pas t'avoir découragé de passer le concours de prof des écoles. J'espère que tu l'auras. Et j'espère surtout qu'avec ces petits warnings que j'ai allumés, tu vivras de manière épanouie dans cette profession. Pour me soutenir, abonne-toi à ma page, like la vidéo et viens voir mon spectacle. J'y raconte mon voyage de quelques années dans le monde de l'éducation nationale. Un monde fascinant qui, certes, n'était pas fait pour moi, mais qui mérite d'être mis à l'honneur. Salut!